Plaisir renouvelé de vous retrouver en direct et en simultané sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Il est 8h, il est l'heure du tribunal de l'actualité. Votre émission d'analyse de décryptage, 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Baha, bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Baha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, AESO, persiste et signe. Elle exige l'annulation pure et simple du décret portant sur les réformes. C'était hier lors d'un point de presse. Nous allons revenir là-dessus et avoir le décryptage des juges sur cette question. Au Mali, la communauté internationale maintient la pression sur la junte. Le président de la transition et son premier ministre ont été libérés. C'est le deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Vous aurez également la lecture des juges, mais ça se fera après la première partie de cette émission, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. Mon avant-propos va concerner la guéguerre, si on peut l'appeler ici, entre le gouvernement, l'administration, et si on étend ça à certains partis politiques. Et donc cette guerre-là entre ce lot et puis l'autre lot des maires qui ont décalé ou qui n'ont pas décalé ou qui ont un pied ici, un pied là. Bon, et donc ces maires-là qui ont battu campagne avec d'autres partis politiques, certains sont arrivés à se faire élire à l'Assemblée nationale, d'autres n'ont pas pu se faire élire à l'Assemblée nationale, mais bon, disent qu'ils ne sont pas partis parce qu'ils n'ont pas officiellement démissionné de leur parti. Donc également disent que bon, c'est le parti qui m'a démissionné. Donc nous sommes dans comment on appelle ça, dans ce imbroglio là, sur fond de machination politique, mais sur fond aussi d'intervention judiciaire, parce qu'il y a un ministère de l'administration territoriale qui envoie ses préfets, ses hauts commissaires régler un certain nombre de choses. Il y a également le tribunal administratif qui, quand il est saisi, également rend le droit. Donc dans ces conditions, il y a des maires qui ont eu gain de cause, il y en a qui n'ont pas eu gain de cause, mais ça continue. Donc je dis bien ça continue parce qu'il y a des sessions qui doivent se tenir ou qui se tiennent pour remplacer le maire. Donc, et en même temps, il y a des manifestations aussi qui sont signalées. Certains sont contactés dans d'autres localités pour dire on veut faire la force au maire, il faut que vous vous mobilisez. Donc il y a tout, je dis bien toute cette manipulation politique derrière également. Mais à côté, c'est toujours la conséquence de l'insuffisance d'une loi clairement précise pour régler les choses. Et donc, un conseil d'État qui dit à un gouvernement de légiférer, qui prend son temps pour légiférer, en tout cas qui n'a pas encore légiféré, mais qui est dans ce imbroglio-là. Mais en même temps, il y a une session spéciale au niveau de l'Assemblée nationale qui va venir pour, comment on appelle ça, l'adoption pour se pencher sur le nouveau code électoral et puis le code général des collectivités. Vous savez que les élections municipales ont été décalées pour pouvoir prendre en compte ces éléments dans le dispositif. Donc, il y a aussi un référendum qui se fait attendre, alors que pour certains spécialistes du droit, certaines questions de droit doivent être réglées à travers toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs pourquoi le code électoral avait été révisé à minima. Donc, on a un pays qui doit avancer, qui va à son rythme, en mode lent, mais aussi qui avance quand même. On va dire quoi? Donc voilà le dispositif qui n'est pas parfait, alors que je pense que ce ne sont pas des hommes et des femmes au Burkina, ce ne sont pas des hommes et des femmes au Burkina qui manquent pour effectivement sortir du laboratoire des textes potables et dans des délais raisonnables pour qu'on puisse aller à autre chose. Donc on est bloqué et en même temps il y a des, comment on appelle ça, des conseils des mairies qui risquent d'aller sous délégation spéciale. Dans d'autres mairies, c'est peut-être des maires qui sont peut-être envisagés pour nommer. On vous dit que vous n'ordonnez pas de dépenses.
vous ne prenez pas de décision, mais vous pouvez tenir des réunions aussi avec les conseillers municipaux. Donc il y a ce schéma aussi qui est envisagé, mais qui n'est pas encore précis. Quand ça viendra, on pourra voir de quoi est-ce que ça retourne. Donc c'était ça mon avant-propos. Merci, juge Bougma. À présent, nous allons écouter les avant-propos de juge Var. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner les relations entre le Rwanda et la France. Macron, Emmanuel, le président français qui est au Rwanda, reçu par Kagame. Et on le dit, assez symbolique au regard des relations bien tendues entre ces deux pays depuis le génocide rwandais de 1994. Et ce qui était très attendu, notamment des associations et autres au Rwanda, c'était les excuses de la France. Et il y a un Emmanuel Macron qui aura un discours qui sera quand même marquant, même si les excuses attendues ne sont pas venues. Il dit ceci: les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice, parlons de la France, mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Ce sont les propos donc de Emmanuel Macron sur ce génocide rwandais. C'est quand même 800 000 Tutsis qui ont été exterminés et une France qui a une responsabilité des plus fortes. C'est vrai que les critiques ont fusé de toutes parts après le discours, parce que pour certains il fallait des excuses, mais le président rwandais lui dira quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Il dira que les mots qui sont ceux de Emmanuel Macron sont plus que des excuses, puisque c'est la vérité, et il n'en attendait pas plus, parce que pour lui, dire la vérité quelquefois c'est aller contre certains intérêts et ça demande du courage. Et pour lui, le président Macron, président français, a eu du courage que de dire la vérité et de reconnaître une responsabilité de la France. Fut-elle politique, mais au moins la France est responsable dans ce qui s'est passé au Rwanda. Et c'est ce qu'il retient, c'est cette vérité qu'il retient. Maintenant, il le dit, le plus important, c'est le présent et écrire de nouvelles pages pour l'avenir, mais continuer aussi d'avoir ce regard-là sur le passé pour ne pas que les choses se répètent. Donc, ce qui est intéressant avec le Rwanda, il faut le dire, c'est que la dynamique je ne parle pas de réconciliation avec la France, mais d'un avenir nouveau ou de pages nouvelles, ne se fait pas en oubliant forcément les meurtres issus du passé. Ça se fait en l'entrevoyant de façon responsable, de façon courageuse, parce que pour le Rwanda, c'est le préalable à tout. Et quand le président Macron vient, il reconnaît la responsabilité de la France. Pour lui, c'est une vérité qui se devait d'être dite. Maintenant, si vous voulez ne pas présenter des excuses, la vérité vaut mieux que ces excuses pourraient ne pas être sincères ou pas. Mais il faut au moins dire la vérité de votre responsabilité. Et ça, c'est important. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation à la télé, à la radio, qui nous permettent justement de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Nous allons à présent aller sur les deux sujets qui retiennent notre attention ce matin. Alors, le premier est relatif justement au point de presse tenu hier par l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, l'AESO. Alors, cette structure-là demande la suppression pure et simple du décret portant sur les réformes engagées par le gouvernement dans le domaine éducatif. Alors cette structure dit également ne pas se reconnaître dans les actes de vandalisme survenus le 17 mai dernier au lycée Philippe Zenda Kaboré et demande par conséquent justement au gouvernement de revenir sur sa décision et de rouvrir le lycée Philippe Zenda Kaboré. Alors juge Bougma, c'est vrai que beaucoup s'attendaient lors de cette sortie médiatique là de voir l'AESO répondre favorablement aux différents appels à l'apaisement demandés par plusieurs structures, mais finalement on se rend compte que le bras de fer va se poursuivre. Non, ça ne viendra pas de sitôt, parce que si l'AESO va répondre aux demandes incessantes par rapport au calme, peut-être qu'elle ne va pas sortir pour s'exprimer de la sorte. Elle pourra tout simplement, constater là tout simplement qu'il n'y a pas de manifestation ou une suspension du mot d'ordre de grève, mais bon, effectivement le bras de fer continue compte tenu des réalités. Vous avez, disons, des camarades qui sont blessés. Il y a déjà
de décès. Donc, et puis le bilan matériel, lui, il est lourd. Et en même temps, c'est une association qui veut redorer son blason, parce qu'aujourd'hui, l'image d'une association qui est violente lui colle à la peau. Donc c'est ce qui est donné de voir. Et donc, et là, d'ailleurs, elle se défend d'être responsable de ce qui s'est passé au niveau du Zenda. Donc j'ai dit, c'est une association qui veut travailler à redorer son image, parce que vous savez aussi des informations qui avaient circulé sur ceux qui tournent, qui ont l'art de tourner les choses en dérision sur Facebook et qui disent que le petit a 27 ans. Bon, c'était pour amuser la galerie. Mais bref, il y a tout ceci qui joue également sur l'image de l'AESO. En plus de cela, il y a les sorties, le discours qui est servi, même la difficulté de lire le papier. Pour certains, ce n'est pas un contenu qui reflète le niveau de celui qui l'a écrit. Par exemple, celui qui lit, il y en a qui doutent que ce soit le lecteur qui l'a rédigé. Ici, le représentant des syndicats avait estimé que c'est compte tenu du stress parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et donc ça doit être ça. Mais c'est pas lourd parce que c'est un texte qui est lu. Et puis en général, les leaders syndicaux sont suffisamment très bien entraînés. Donc, bref. Donc je dis, il y a toutes ces choses-là qui collent à la peau de ces élèves-là. Donc à l'image de l'AESO. Et la sortie d'hier également participe de travailler à redorer ce blason-là. Donc même si l'appel sera entendu, il y a une association qui aujourd'hui estime qu'elle est l'objet de tous les commérages, de toutes les manipulations, de toutes les machinations, donc qui travaille à redorer son image. Donc la sortie d'hier également participe de rompre le silence, au moins pour dire, pour le Zenda, nous ne sommes pas responsables, et par rapport à l'audience avec le ministre, voici le point de la situation, par rapport au récépissé, voici la situation. Donc en réalité, c'est une réponse aussi à ce qui a été donné de dire sur l'AESO. D'accord. Alors, c'est vrai que cette sortie était très attendue, mais à l'analyse, quand on regarde ce qui a été servi aux hommes des médias, finalement, on n'a pas d'éléments nouveaux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau? Moi, je vois pas évidemment ce qu'on pourrait avoir de nouveau, puisque l'AESO a exprimé son point de vue sur les réformes. Et c'est bien pour cela que l'AESO est sortie. Maintenant, après sa sortie, tout ce qui reste et qui revient sur la table, c'est la gestion de ce que les sorties ont créé, notamment les dégâts à Zenda, notamment les blessés, les morts, on pourra dire aussi, et voilà cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est revenu peut-être et réaffirmer leur désaccord face à la dynamique qui est enclenchée par le ministère, et puis demander dans la logique évidemment que les blessés soient pris en charge, et voilà, et évidemment aussi se dire que il y a eu peut-être une réponse plus que proportionnelle à leur sortie, et donc charger au maximum, on va dire comme ça, le ministère et les forces qui étaient chargées de la sécurité ce jour-là. Donc pour moi, ça ne me surprend pas l'argument de l'AESO, ça ne me surprend pas la posture de l'AESO, ça ne me surprend pas que ce soit les seuls sujets sur lesquels ils puissent aujourd'hui se prononcer. D'accord. Alors c'est vrai, quand on parle de lutte syndicale, très souvent on dit que c'est une question de rapport de force, mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'on a comme décision prise par le gouvernement, est-ce que l'AESO est dans une position de pouvoir bander les muscles, juge Bougman? Bon, là, effectivement, est-ce que l'AESO est dans une situation de pouvoir bander les muscles? Bon, elle les a déjà bandés. Maintenant, jusqu'à quelle proportion? Jusqu'à quelle proportion, on ne sait pas. Parce que dès lors qu'elle dit qu'elle rejette en bloc les réformes, elle n'est pas d'accord, elle a manifesté violemment et tout. Donc, ça, il faut reconnaître qu'elle a déjà bandé les muscles. Et la sortie d'hier, c'est également la même chose. Parce qu'elle dit les réformes sont anti-étudiants. Anti-élèves. Donc ça veut dire que comme c'est anti-élèves, on n'est pas d'accord. Donc déjà, je dis bien, les muscles sont bandés. Maintenant, est-ce que le rapport de force est à la faveur de l'AESO? Bon, là, c'est très difficile maintenant de le dire. Mais je dis bien, il y a une association qui doit travailler davantage à redorer son image. Parce que la légitimité aussi de la lutte va passer par là. Pour pouvoir avoir la bataille de l'opinion, il va falloir le présenter également. Voilà. Mais alors que dans ce contexte-ci, ce n'est pas aussi évident pour ce qui est en train de se passer, pour ce que nous sommes en train de constater. Donc, c'est cette réalité-là qui est là. Et en même temps,
est-ce que l'AESO arrivé à ce niveau peut reculer quand on sait que des syndicats burkinabés se sont prononcés pour et en faveur de cette lutte et qui disent soutiennent les élèves de façon officielle, de façon formelle dans cette lutte-là. Donc, c'est-à-dire l'AESO n'est plus seule. Même si c'est elle qui vient parler aux médias, certainement il y a un compte rendu qui est fait, il y a un recadrage qui est fait, il y a un encadrement qui est fait. Et donc tous ceux qui ont eu à militer dans ces associations et qui ont mené des luttes savent que c'est ainsi. Le chef de l'État lui-même l'a dit et c'est pas un secret. Donc en réalité aussi c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de cette réalité, de ces connexions, si l'AESO seule veut reculer, elle peut? Ça c'est une grosse interrogation parce qu'en même temps, ce genre de situation, vous commencez et après, il y a d'autres qui en ont besoin pour autre chose aussi. Donc c'est ça aussi le contexte socio-politique burkinabé. Donc dans ces conditions-là, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'elle peut aujourd'hui, à ce stade-là d'ailleurs, servir un autre discours que ce qui a été servi hier? Donc c'est la grosse interrogation. Mais maintenant, se dédouaner d'un certain nombre de choses, parce que le cas Zenda, c'est vrai que ça intervient en pleine lutte de l'AESO contre les réformes, mais je pense également que c'est un cas isolé. Sauf à moins que ce soit la section AESO du Zenda qui a pris la lutte à bras le corps, ou bien c'était un mouvement spontané des élèves qui réclament rachat. Donc là, effectivement, il y a des fils à démêler. Donc sur ce point, c'est très difficile de dire rapidement que c'est l'AESO, même si c'est le foyer ardent de la lutte contre les réformes. Là également, il faut reconnaître et faire la part des choses. C'est vrai que c'est le foyer de la lutte par rapport contre la réforme. Là, il faut le reconnaître. Là, et puis, il y a aussi un cas qui s'est présenté par rapport, comme je l'ai dit, à l'affaire de rachat, qui aboutit au saccage, au pillage de l'administration, au saccage de véhicules et tout ce qui s'en est suivi comme état de violence. Mais je dis bien, sur certains points où ça va être difficile, c'est l'avis sur l'évaluation, quoi. Là, vous prenez les enseignants, ceux qui sont dans ce domaine, sur ce point-là aussi, ne s'accordent pas, ne sont pas d'accord avec l'option des élèves de réclamer comment est-ce qu'ils doivent être évalués. Donc j'ai dit sur les autres points, discutables, mais sur ce point, il y en a qui campent sur les positions, et même les enseignants sont formés là-dessus, parce qu'ils disent que c'est du jamais vu. D'accord. Alors sur ce plateau-là, le ministre Ouattara avait fait une déclaration qui avait surpris plus d'un, notamment par rapport à la légalité de l'AESO. Alors cette structure est présentée comme une structure syndicale qui n'a pas de récépissé. Hier, on attendait également l'AESO sur cette question-là, mais finalement, on est resté sur notre fin. N'a pas de récépissé. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement, juge Var? Bon, je crois que si le ministre pouvait être contredit, ça n'allait même pas tarder. Ça au moins c'est clair. Je pense que ça n'allait même pas tarder. Parce que si ce que le ministre disait souffrait de contre-vérité, je ne pense pas qu'une association qui se respecte et qui a son récépissé par devers elle attendra encore le lendemain ou le surlendemain pour venir apporter la vérité. Je crois que ils sont d'autant plus mal à l'aise que c'est sûrement vrai. Maintenant, peut-être que eux sont sur un autre terrain, c'est celui non de l'expression légale mais légitime, parce que pensant évidemment être le porte-voix de ce qui transpire de vrai au niveau élève concernant ces réformes-là. Et donc, parce qu'il pourrait aussi y avoir la lecture de ce que leur façon d'être et leur façon d'exister serait le gage aussi d'une manipulation ou voilà, parce qu'on sait comment aussi les associations quelquefois se créent au pays, c'est pas parce que vous avez un récépissé que ça veut dire que vous êtes une association qui n'est pas aux ordres ou bien qui n'est pas suscitée ou quoi que ce soit. Bon, mais à la vérité, pour moi, le regard même que je jette, parce qu'il y avait deux choses. Ce sur quoi l'AESO était attendu, c'est la réponse à ce que disait le ministre. Mais on se rend compte que le ministre n'a pas tort. Ça, au moins, c'est clair, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu la réponse opposée à ce qu'il a eu à dire. Et puis, deuxième élément, vous savez, on est journaliste et il faut le dire, l'AESO sort, il y a un gros problème. Il y a ce qu'on a vu comme image, il y a tout ce qu'on a vu encore après, blessés et autres. Mais
mais lorsque le débat quitte maintenant on va dire la rue et que sur les plateaux le ministre fait sa communication pour dire voilà ce qui est, voilà ce qui est, en face il n'y avait plus l'AESO. L'AESO a disparu. Nous tous avons appelé les figures de proue de l'AESO. On les a demandés sur des plateaux. On les a même demandés en interview. On se déplace, on vient, parce qu'il y a un certain nombre de questions, il y a un certain nombre d'éléments qui sont donnés. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse? Ils ont disparu. Quand vous les appelez, à peine vous posez le problème, on vous a coupé au nez et puis c'est fini. Ou bien on vous promet que bon, il n'y a pas de souci, mais on a l'impression qu'on va prendre je sais pas moi, on va se concerter et après il n'y a pas de suite. Donc ils ont disparu. Mais pendant ce temps, sur le terrain, qui a occupé la scène? C'est ceux qui ont soutenu leur lutte. C'est les syndicats qui ont dit on est d'accord avec ce que l'AESO fait. Et pour finir, l'argument de la manipulation, ça s'expliquait du fait, puisque ceux qui ont posé le problème ont disparu. Et ceux que vous voyez maintenant, c'est d'autres syndicats qui, après avoir apporté leur soutien à l'AESO, sont ceux-là qui sont en train d'écumer les plateaux pour expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les réformes. Donc ça sentait clairement que c'est eux qui sont derrière. En tout cas, c'est ce que les faits donnaient à croire. Donc, il fallait vite rectifier la chose. Soit l'AESO revient pour s'assumer sur la bagarre qu'elle a enclenchée concernant sa lutte, soit ça continue de se faire et puis les accusations de manipulation continuent d'avoir la peau dure et puis aux yeux de tout le monde ne sera que trivial, vérité, tautologie. Je crois qu'il faut avoir ce regard aussi. C'est pour ça aussi que l'AESO sort aujourd'hui. Parce que quand vous regardez, vous demandez, mais elle est sortie pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a... Et encore, vous savez comment le point de presse même par lui-même, on a les images et tout. On a l'impression que ça a été vite fait, parce que la plupart des presses, vous savez que ça n'a pas été simple. Donc, ça veut dire qu'on est sorti de façon précipitée. Moi je dis, ça pose beaucoup de questions aujourd'hui. Et la posture de l'AESO ne rend pas facile, je dirais même celle des syndicats, parce que ça donne toute l'impression de la manipulation qui est dite et dont l'accusation fuse de tout part, notamment surtout des autorités et du parti au pouvoir. Parce que quand vous regardez la façon dont les choses se dessinent, c'est bien ça. Parce que vous ne pouvez pas poser un problème et puis vous disparaissez. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient vous défendre sur toute la ligne. Il y a un souci. Je crois que la sortie qu'on a vue, celle qu'on a pu partager, dont on avait les images tout à l'heure, lorsque Bernard était en médaillon et tout, pour moi, c'est cette lecture-là que je fais. C'est une sortie pour dire l'AESO est encore là, c'est nous qui avons porté le problème, on n'est pas manipulé, on tient à notre affaire. Sinon, si vous laissez d'autres personnes venir défendre chaque matin la chose, on se pose la question, mais attends, qui a posé le problème? C'est vous ou bien c'est eux? Je crois qu'il faut avoir cette lecture-là aujourd'hui. D'accord. Juge Bourma, comment vous entrevoyez la suite de cette crise? Pour certains, la crise est derrière nous avec justement la décision qui a été prise par le gouvernement en fermant le lycée Philippe Zenda Kaboré qui était le foyer de cette crise, on peut l'appeler ainsi, et la décision de répartir les candidats, les élèves en classe d'examen dans d'autres établissements. Pour certains, la crise est derrière nous. Mais quelle est votre lecture après cette dernière sortie de l'AESO? En fait, la sortie, c'est pour dire que la crise n'est pas finie. Parce que si l'AESO restait à faune et à tonne, et laisser le terrain, effectivement, aux leaders syndicaux, aux syndicats de parler au nom de l'AESO, alors que ce ne sont pas ces messieurs-là qui sortent avec les lance-pierres et les cailloux, ce sont les élèves. À l'appel de l'AESO, effectivement, ça pose problème. Puisque je ne vois pas ces enseignants-là avec des aérosols dans les sacs à dos, aller dans des classes qui refusent de sortir, pulvériser pour que les élèves sortent. Non. Ce travail terrain-là, ce sont les éléments de l'AESO qui vont faire ce travail. Donc, ils ont besoin d'un bras armé sur le terrain, comme au temps fort de la lutte du collectif, où la NEB avait été présentée comme le bras armé du collectif. Cette phrase-là suit Maître Alidou Ouedraogo jusqu'à présent.
parce qu'il avait dit au détour d'une sortie, et puis bon, finalement, en son temps, les détracteurs avaient saisi cela pour dire, ouais, effectivement, la NEB est manipulée, c'est ici. Bon, j'ai dit, ça colle à leur peau. Mais pour cette lutte-là, pour toute lutte de ce genre, il y a une intelligence quelque part qui élabore la stratégie, mais il faut des bras armés sur le terrain, sinon ça va être difficile. Alors que ce qui a été amorcé, ce n'est pas un dialogue, c'est un bras de fer immédiat, effectivement, qui a été enclenché avec tout ce qu'on a comme. Tout porte à croire qu'il fallait monter le niveau de violence pour inverser la tendance, à défaut obtenir qu'effectivement vous partiez sur la table de négociation. Donc la violence a été poussée à l'extrême, parce que souvent cela fait partie de la stratégie, pousser à l'extrême pour obliger à la négociation. Mais apparemment ça risque de ne pas payer. Donc changement de stratégie, comme l'a dit Geoffroy, la NEB n'avait le choix, l'AESO n'avait le choix que de sortir, parce que depuis elle a disparu des radars. Elle ne répond pas aux invitations plateau. Donc il y a d'autres personnes maintenant qui parlent en leur nom. Et si aujourd'hui l'AESO reste dans un long silence, tout porte à croire que c'est terminé. Mais puisque c'est eux qui portent, les autres ne font que défendre sur le plan technique, sur le plan ceci, sur le plan cela, mais ça va s'arrêter là. Mais en même temps, vous demandez, est-ce que ce n'est pas une lutte qui est derrière nous? Peut-être qu'on va reprendre à la rentrée prochaine, mais nous sommes pratiquement dans le mois de juin. Les calendriers scolaires sont presque terminés. Plus de 80% ont fait les évaluations. Le ministère a donné des instructions de s'arrêter à là. D'autres sont dans des compositions. Les examens et concours de fin d'année sont programmés. À partir du 17 juin, je crois que pour les classes intermédiaires, ces choses-là doivent être réglées. Il reste encore quelle période pour mener quelle lutte, surtout que, compte tenu du fait qu'il y a eu suffisamment de violence, des décès, des blessés, et il y en a qui risquent de porter les séquelles à vie. C'est pas évident que les gens les autres soient prêts. Et comme l'a dit le ministre, à Ouagadougou, pour plus de 1000 établissements, vous n'avez que 15. Dans les autres provinces, on n'entend pas, en dehors de Koudougou qui s'était également illustré, il n'y a pas de manifestation en tant que telle. Et donc dans ces conditions, comment tenir? Donc j'ai dit bien, comment tenir quand sur certains points les gens ne sont pas d'accord avec vous? Je pense que, mais la suite, c'est pourquoi j'ai dit, la suite ça va être la question du rapport de force qui risque de se glisser sur un autre terrain. Parce que ceux qui ont pris fait cause peut-être peuvent revendiquer maintenant le dialogue avec le ministère, poser, je parle des syndicats, poser des conditions et puis avancer, peut-être. Sinon, au stade actuel des choses, ça va encore être très difficile pour rebondir. Vous allez rebondir avec suffisamment de violence plus que ce qu'on a vu. Ou bien maintenant, ça va être seulement des marches pacifiques ou la négociation maintenant d'un dialogue. Quand on sait qu'il dit que le récépissé, il avait à la création, qu'il y a eu des petits problèmes de renouvellement, donc quels sont ces problèmes qui ont eu lieu à un moment donné, à tel enseigne que vous n'êtes même plus en mesure d'avoir un récépissé. Donc c'est un aveu qu'il y a un problème interne, donc peut-être que d'autres ne partagent pas cette façon de faire, je ne sais pas moi, parce que c'est à l'interne, mais en même temps je dis bien, c'est une AESO qui veut redorer son image. Maintenant, en termes de méthode pour la poursuite de la lutte, moi j'attends de voir c'est quelle méthode maintenant qui va être utilisée. Si c'est la violence qui va être renforcée, redoublée, ou bien la stratégie va changer en toute autre chose. En fait, c'est là que j'attends par rapport effectivement à la suite. Oui, sur Zenda par exemple, c'est vrai que l'AESO donne un certain élément, mais quand vous regardez, on lui retire beaucoup de choses à l'AESO, de motifs pour avoir un ton qui soit plus durci. Si Zenda est fermé et que ceux qui sont en classe d'examen n'ont plus la possibilité de continuer leur cours de renforcement et de composer, ça deviendrait un problème dans le problème et ça ajouterait un autre combat à l'AESO, lequel combat lui a été enlevé. Parce que solution a été trouvée pour que ces gens-là aillent ailleurs, continuent et puissent composer comme les autres. Vous allez venir demander quoi encore? Qu'on vient rouvrir une école qui a été cassée, où on a vu ce qui s'est passé au niveau de l'administration, où les tables bancs sont cassées, où il n'y a plus de lumière, pour aller faire des cours là-bas et comment? C'est-à-dire que techniquement même c'est pas possible. Donc je veux dire qu'il
il y a beaucoup de choses qui auraient pu permettre peut-être à l'AESO d'édifier son ton d'une façon un peu plus logique. On dira, bon, écoutez, c'est vrai, c'est pas tout le monde aux Zenda qui est fautif, on ne peut pas sacrifier tout le monde, pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que lorsque la décision est tombée de fermer Zenda, vous vous rappelez, la grande question qui revenait après, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont en classe d'examen et des autres? Parce que il y a quand même, on est tous parents d'élèves, donc d'une façon ou d'une autre, on éduque nos enfants séparément. Maintenant, quand des choses arrivent, des éléments arrivent comme ça, il ne faudrait pas que tout le monde paie pour ce que, évidemment, quelques individus ont eu à faire. Donc c'était un peu la préoccupation des uns et des autres. Mais là, ça a trouvé solution. Nous, qu'on roule Zenda, on roule pour que ce soit un coin de tourisme. Je pense que sa vocation première, c'est de donner des cours et être un cadre d'enseignement. S'il n'y a pas des éléments pour pouvoir le faire, il faut patienter pour que les tables soient réparées, l'administration soit remise à niveau et que les choses soient possibles. Et puis encore, jusqu'à présent, parce que le ministre disait la dernière fois qu'avec la fermeture du Zenda, il faut évaluer les dégâts. Donc, qu'est-ce qu'on sait des élèves qui y sont et des évaluations qu'il y a eu toute l'année? Est-ce qu'on a encore un genre de backup qui permet d'avoir tous ces éléments-là? Donc, il y a les dommages collatéraux de ce qu'on a vu tous à la place de la nation. Donc, aujourd'hui, je trouve que la sortie de l'AESO, pour moi, c'est d'abord une sortie stratégique, comme pour rappeler que, bon, c'est nous qui sommes au début, pendant et à la fin de notre affaire, on n'est pas manipulé, on n'a pas disparu, on tient toujours à notre affaire. Pour moi, c'est cette communication-là qu'on a à travers cette sortie-là. En tout cas, merci, messieurs les juges, pour ces différentes lectures. Nous allons passer au deuxième sujet, cette fois-ci à l'international. Et je le disais à l'entame de l'émission, le président et le premier ministre de la transition au Mali ont été libérés. Cela suite à la pression de la communauté internationale. Juge Bougma, est-ce qu'on peut dire qu'après justement cette concession de la junte au pouvoir, on peut s'attendre à d'autres compromis? Bon, parce que ils sont imprévisibles. Donc, compromis, je ne sais pas jusqu'où, effectivement, ces compromis peuvent, effectivement, aller. Mais ce qui a été donné de voir, c'est que ils avaient demandé, pour ne pas dire réclamer, le départ du Premier ministre. Donc, le président ne voulait pas. Donc, s'il part, je pars. Je pense que c'est dans cette situation qu'ils ont abouti. Maintenant, s'attendre à d'autres compromis, je ne sais pas quel autre compromis on pourrait s'attendre avec la junte, compte tenu du fait qu'il y a aussi cette menace de sanctions ciblées. La France est toute fâchée, les autres sont également fâchés, mais il y en a aussi qui jouent la carte de la prudence compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. J'avais dit au début de cette affaire-là deux choses. Le mieux c'était de laisser ces militaires là faire leur transition et puis avancer. On a perdu du temps. Je dis bien pour rien. Aujourd'hui, la réalité rattrape les uns et les autres. Perdu du temps d'abord parce que pour que la transition s'enclenche, on a mis suffisamment de temps. Doute à je ne sais pas moi, avant que la transition ne commence. On veut civil, on veut militaire, on veut pas militaire, on veut pas civil, on veut civil, on veut militaire. C'est un militaire à la retraite qui est arrivé. Civil ou militaire. Et on a continué. Un vice-président qui est beaucoup plus président que le vice-président, par la force des choses. Donc, tout ce imbroglio, respect des principes démocratiques, je ne sais pas moi, au moment où on disait que c'était un coup d'État, beaucoup on dit que ce n'est pas un coup d'État. Et aujourd'hui, l'on se rend compte qu'effectivement, c'était un coup d'État. Mais comme il fallait ménager les jeunes soldats, on dit que c'est une démission assistée. On est en train de payer pour tout ce que les uns et les autres avaient eu effectivement à faire. Et le cadre est venu édifier ces jeunes-là dans leur posture. Donc, qu'est-ce qu'on veut? S'attendre à d'autres compromis, je ne sais pas, mais dans quel sens? Là, j'attends vraiment de voir dans quel sens, quel contenu ce compromis-là pourrait avoir.
Alors, dire que Assimi Goïta et ses hommes ont aujourd'hui la pression de la communauté internationale, c'est peu de le dire. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la case départ avec ce qu'on a? Est-ce que c'est possible justement que ces militaires-là réintègrent les rangs ou réintègrent les casernes et puis qu'on revienne à là où on avait laissé cette transition-là? Est-ce que ce scénario est possible avec ce qu'on a eu comme prise de décision, avec ce qu'on a eu comme déclaration au Mali? Non, moi je pense que le retour le retour au départ, c'est pas possible, ce n'est plus possible, d'autant plus que Badao et son premier ministre ont démissionné. Souvenons-nous que le premier coup d'État, le coup d'État d'il y a 9 mois, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'était une démission forceps obtenue de IBK. C'est ce qui a quelque peu légitimé la suite, parce qu'on s'est dit, j'avais une pression quand même de la CEDEAO, notamment selon certains bruits de couloir, Alassane Ouattara, proche de IBK, qui voulait très bien que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant, avec un IBK au pouvoir. Maintenant, la démission de IBK est revenue remettre tout en cause. C'est-à-dire qu'il fallait avancer. Le président lui-même, il a démissionné, donc il faut trouver une solution ici et maintenant. Donc ça légitimait déjà la transition qui était en train d'être entrevue. Aujourd'hui, on est dans ce même scénario fabriqué. Ça veut dire quoi? Tout comme IBK a été envoyé à Kati, le président de la transition et son premier ministre a été envoyé à Kati. Pendant qu'on est en train de discuter et tout, c'est lundi ils sont arrêtés, mardi on attend d'avoir des nouvelles, en tout cas ils sont déchargés. Maintenant je ne comprends pas comment est-ce que des personnes déchargées viennent démissionner. C'est-à-dire que c'est comme si on vous renvoie et puis le lendemain vous venez déposer votre démission. Vous êtes renvoyé, c'est fini, vous faites plus partie du personnel. Je veux dire que c'est un peu aberrant, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on essaie de maquiller quelque chose pour se donner un genre de légitimité, pour ne pas qu'on revienne à une situation d'avant, d'autant plus que les personnes qui sont au centre qui sont donc acteurs au problème ont décidé volontairement, parce que c'est ça la démission, ont décidé volontairement de partir. Donc même si vous voulez remettre les choses en ordre, ça ne suffira plus avec ces personnes-là, puisqu'elles ont décidé de partir. Donc, et ça c'est fabriqué. Donc on est dans cette situation aujourd'hui. De retour à la situation d'avant, ce n'est pas possible. Maintenant, tout ce qui est foulé au pied, c'est quoi? C'est ce que les Maliens se sont dit, je parle des militaires, de la classe politique et des organisations de la société civile, avec une charte amplement disputée, pour lesquelles les Maliens ne se sont pas forcément accordés, mais dont la feuille de route a été enclenchée avec un regard qui était celui de la CEDEAO et tout, qui avait bien milité pour que cette transition-là puisse se faire avec une bonne dose de civils, accepter quelques militaires et des postes essentiellement consacrés aux civils. Mais après, regardez comment les choses se sont passées. La désignation même du président posait problème, parce qu'on a mis un presque civil mais militaire. C'est ce qu'ils sont allés faire. Donc déjà ça commençait à poser problème. Et regardez le temps que ça a mis pour que le fameux CNSP là puisse être dissous. Ça veut dire que ça n'a été que sur papier. De fait, ça a continué, et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Assimi Goïta et ses hommes, c'est des Kone et Camara, et les autres demeurent ceux qui décident de tout. Maintenant, on a un Bandao qui a tenté un passage en force. Ce qu'il a tenté, c'est un passage en force. Et puis je crois aussi que, disons ce qu'on veut, mais Goïta et ses camarades jouaient leur suivi. Vous pensez que si Goïta s'asseyait et acceptait que Kone et Camara soient débarqués pour d'autres militaires qu'ils ne maîtrisent pas, mais qui n'ont pas été du putsch d'il y a 9 mois, déjà un Goïta se retrouvait comment? D'abord dans l'acceptation de ce que ces personnes soient débarquées, il ne serait plus en odeur de sainteté avec ces amis ces éléments du CNSP. Maintenant, dans le restant même vice-président, il est fragile parce que, mais qu'est-ce qu'il fait Goïta? C'est lui et ses hommes, ses camarades. Donc sans eux, qu'est-ce qui reste de Goïta? Pas grand-chose. Rester vice-président, ça ne serait qu'une coquille vide, d'autant plus qu'il a laissé un président et son premier ministre lui ravir les choses. Il serait entre le marteau et l'enclume. Il jouait ici sa survie. Et puis n'oublions pas que quand le vent est en train de tourner ainsi, très vite, on peut juger la question du coup d'État. Vous et vos camarades, vous êtes écroués et puis tout est remis en cause.
vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et puis n'oublions pas quelque chose, c'est vrai que regardez ces jeunes-là, Goïta a 38 ans, c'est des gens qui ont des parcours, c'est pas que des attrapés de calage, non, ils ont des parcours, ils ont aussi un regard politique des choses. Et puis vous savez, à un certain niveau dans nos armées, c'est des gens qui sont dans le couloir de la présidence, ils ne sont pas loin. Ils sont dans le dur, dans des décisions, ils sont dans la stratégie, ils sont au courant d'un certain nombre d'éléments, ils savent comment les choses fonctionnent. Donc ils ont vu les choses venir gros comme ça, et ils ont vu un Bandao qui tentait d'avoir une certaine indépendance, mais aussi et surtout de remporter un bras de fer qu'il avait enclenché avec les militaires. Et ça donnait ce que ça a donné aujourd'hui. Je ne vois pas Goïta en train de reculer. Je ne le vois pas en train de reculer. Et je crois que ce qu'il a réservé à la mission de la CEDEAO menée par Goodluck Jonathan nous dit tout. On sent que le monsieur n'est pas prêt à reculer, il tient droit dans ses bottes et il compte sur ses camarades. Parce qu'ils ont un destin commun aujourd'hui. Si les choses changent autrement, ceux-là, ils peuvent avoir à répondre de beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, ce qui se profile à l'horizon, c'est quoi? N'oublions pas que le MCRFP a longtemps demandé qu'il y ait une transition plus inclusive parce qu'ils ne sentent pas le civil qui soit beaucoup, beaucoup intégré dans ce qu'on a comme pouvoir décisionnel aujourd'hui. Et ça, on l'a demandé depuis. Ça, peut-être que si Goïta commence à jouer sur ce chapitre-là, il pourra avoir l'assentiment de ces politiques et de cette société civile. Le M5RFP était reçu par le président Bandao rien que le 6 mai pour lui dire que ça ne va pas, on veut être plus représenté au sein du pouvoir décisionnel. On ne comprend pas. D'accord. Alors, on connaît aujourd'hui la situation qui est celle du Mali, une crise politique doublée d'une crise sécuritaire. Aujourd'hui, si la communauté internationale met en application ces menaces, à savoir prendre des sanctions contre le Mali, est-ce qu'on n'est pas en train de tirer sur l'ambulance, juge Brouman? Mais je ne sais pas. Mais la communauté internationale, elle est prise entre deux feux. Alors, tirer sur l'ambulance, parce que ce genre d'initiative-là, ce que la communauté internationale vise, c'est éviter l'effet que cela se reproduise ailleurs. Donc, contenir les choses là par des sanctions. Maintenant, des sanctions sur le Mali, ça peut être quoi? Parce que ça peut être sanctions ciblées, donc limitation des déplacements des personnalités. Il y en a qui sont parfois interdits de séjour. Si d'autres ont des biens à l'étranger, c'est déjà d'avoir. Donc, en réalité, ce sont ces genres de sanctions-là. La CEDEAO avait pris des sanctions économiques qui étouffaient effectivement le Mali. Et à un moment donné, après les négociations, l'étau s'est desserré. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à ce genre de sanctions? Parce que ce genre de sanctions touche les populations directement. Parce que quand un camion chargé de céréales, en tout cas de produits de première nécessité, quitte un port et n'arrive pas à accéder à une ville, ou bien il y a des produits qui commencent à se raréfier sur le marché, naturellement il y a un impact sur le plan économique. Les coûts vont s'enflammer, les populations ne pourront pas tenir, et à un moment donné il peut y avoir effectivement un effet révolte par rapport aux autorités. Donc c'est pour exploiter, canaliser et exploiter ce genre de frustration pour contribuer à mettre la pression. Sinon ceux qui prennent les sanctions là savent que ceux qui sont dans les salons feutrés sont rarement touchés par ce genre de... Parce qu'il y a toujours des stocks de sécurité pour eux, et ils ont toujours des canaux pour se faire ravitailler. C'est le bas peuple qui va toujours casquer. C'est ceux qui comptent sur chaque jour 1 kilo de riz, ou bien une tine de farine là, ou une tine de mil, c'est sur eux. Parce que après la vente de la journée, en rentrant le soir, pour pouvoir donner demain matin pour la cuisine du soir et puis compter encore. Mais si effectivement il y a des problèmes, si ce pan-là ça va créer d'autres situations. Donc c'est eux qui vont casquer. C'est ce bas peuple-là qui va casquer. Pas seulement, ce n'est pas ceux qui sont au niveau hiérarchique. Parce qu'il y aura un coût sur ceux qui vendent et tout. Donc c'est la nature maintenant des sanctions qu'on attend. Je dis, ça peut être les limitations de séjour, les interdictions. Les pays peuvent dire, nous n'avons pas besoin de vous chez nous tant que. Il y a eu ce cas.
Maintenant, au Mali, c'est quel type de sanctions ça va être prise? Économique, diplomatique? Parce que la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion des pays concernés dans les instances au niveau de la sous-région. CEDEAO, UEMOA, il y a une suspension du pays et tout ça. Donc ça dépendra, je dis bien, de la nature et du contenu des sanctions ciblées. D'accord. Alors, Jules Va, on sait ce que vaut la société civile malienne pour avoir contribué justement à fragiliser le régime IBK. Mais dans le déroulement de l'actualité au Mali ces derniers temps, on a comme l'impression qu'on a une société civile qui est un peu perdue, qui ne sait pas vers où aller décider, en tout cas prendre sa position dans cette crise-là. Moi, à part peut-être quelques personnalités publiques maliennes qui ont eu à officiellement condamner ou quoi que ce soit, les autres sont dans la prudence. Parce que même quand vous voulez mener des actions, il faut bien qu'il y ait un destinataire final du message. Mais actuellement, le problème, c'est le destinataire final là même qu'on est en train de chercher. Parce que c'est lui qui est en train de se préciser. Donc quand peut-être Goïta aura bien en main ces choses, là maintenant, il y aura peut-être une société civile qui pourra enclencher un certain nombre d'actions. Parce qu'il y a un destinataire. C'est ça la réalité. Il y a une bagarre qui se fait à la tête. Eux, ils ne font que constater et ils attendent de savoir quel sera le clair mot de tout cela et avec qui on va discuter. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et puis, bon, dans la situation aujourd'hui, quelques mouvements ou quoi que ce soit, vous ne serez pas audible parce que ce qui cristallise les attentions aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et n'oublions pas, je le dis encore, cette société civile ou ces partis politiques-là demandaient à être pris en compte. Donc aujourd'hui, pour eux aussi, ça devient... Ils ont dans cette situation-là ils ont une opportunité de pouvoir faire passer ce que sont leurs préoccupations. Parce que ça sera le moyen aussi pour Goïta de pouvoir asseoir sa légitimité en interne. En ayant avec lui la société civile, le monde syndical, les autres partis, vous verrez que ça devient un ciment en interne et puis maintenant le reste ce n'est que relation, ça ne sera que diplomatie ou quoi que ce soit à l'extérieur. Donc aujourd'hui pour moi c'est l'enjeu, c'est vraiment le gros enjeu aujourd'hui. Et les autres sont d'abord un observateur. Vous regardez, lorsque le médiateur CEDEAO est arrivé, d'abord il a tenté de rencontrer Goïta. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il a tenté de rencontrer les autres forces. Pour lui, le principal, c'était d'abord ça. Donc même les autres forces maliennes ne font qu'observer et se demandent d'abord, ça va vers où? Et après, qu'est-ce qu'on peut poser, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et je me dis qu'ils se disent qu'il y a une opportunité ici à saisir, mais ça dépend avec qui vous allez, en définitive, être obligé de négocier les choses. D'accord. Alors, juste pour moi, quand on prend en compte la situation, le cas tchadien et ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la réaction de la communauté internationale? Même au Mali, moi, je n'avais pas compris la communauté internationale. Je ne l'avais pas compris. Cette démission assistée, je reste sur ma position, je ne l'avais pas compris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, démission assistée. Je ne l'ai jamais compris. Et jusqu'à présent, Tchad, Mali, je n'ai pas compris la communauté internationale. Je fais des suppositions. Je dis je suppose que. Sinon, au Mali, Ibeka est poussé par la rue à descendre. Un matin, des militaires viennent mettre fin au règne d'Ibeka. Et puis on nous dit que c'est une démission assistée. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une insurrection. Parce que c'est un coup d'État qui a fait débarquer Ibeka. Nous avions supposé en son temps que ce soit les éléments du M5 qui ont utilisé les militaires pour régler leur compte à Ibeka. L'autre supposition, c'était que c'est Ibeka lui-même qui, voyant venir la fin, ne voulant pas que le pouvoir s'échappe pour aller entre d'autres mains, a anticipé par un coup d'État des palais. Troisième hypothèse, c'est des militaires eux-mêmes qui se sont levés, récupérer la chose parce que ça passe. Donc, sur ces trois hypothèses, on n'était pas fondé sur quoi que ce soit. Et au lieu d'assumer que c'était un putsch, on nous a dit que c'était un départ, une démission assistée. Et on présente Ibeka qui démissionne assistée. Comme s'il y a quelqu'un qui est sur une chaise, qui veut descendre de la chaise mais qui n'arrive pas et puis on vient l'aider à descendre. Moi, je n'ai jamais compris cette affaire-là. Au Tchad, c'est pareil. Déby meurt. Il y a quoi?
Les dispositions constitutionnelles sont là. Mais rapidement, le président de l'Assemblée nationale lui-même, il sort et puis dit au regard de la situation, lui, il n'est même pas, il ne joue pas de toutes ses facultés pour gérer le pouvoir. Et puis, vous êtes président de l'Assemblée nationale, avec tout ce que cela demande comme capacité. Et du coup, monsieur dit que lui, il ne peut pas. Et donc, on dit que c'est au nom de la stabilité, donc il faut aller. Au nom de la stabilité, il faut valider le coup d'État. Le Burkina Faso également, en 2014, Blaise a invoqué les dispositions constitutionnelles pour partir. Mais ce n'est pas ça qui a été. La suite n'a pas été ça. Son galon n'est pas venu. Donc, on trouve toujours des qualificatifs pour avancer. Au Burkina, bon, l'argument c'est que c'était une insurrection populaire, le pouvoir est perdu, c'est le peuple qui a assis, et puis bon. Mais c'est qu'il y a quand même un collège de désignation qui a désigné le président tout de même. Donc, il y a une élite quand même qui a plus ou moins dicté sa façon de faire. Faut qu'on l'admette. Mais bon, ça c'est derrière nous. Mais le Mali était en train d'être derrière nous parce que ça fait pratiquement 8 mois que les choses ont commencé. Donc, ils étaient très bien partis pour terminer la transition. Malheureusement, un rumé qu'à la Burkina avait un coup d'État dans une transition dans la transition. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Mali, Tchad, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas la communauté internationale. D'accord. Peut-être une réaction? Oui. Sur ce qui c'est très intéressant ce qui est en train d'arriver dans notre sous-région. Et pour moi, c'est que le timing fait bien parce que ça nous permet de comprendre les incohérences. Regardez la question du Tchad. C'est un coup d'État. Il n'y a pas 46 façons d'appeler ça. Il y a une constitution qui prévoit que lorsque le président il y a un problème, il y a quelqu'un qui vient, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ça a été foulé aux pieds et la France est venue entériner, les autres ont applaudi et on a circulé. Pour le cas malien, regardez avec Ibeka, ils ont tenté de le sauver. Ils ont tenté, mais ils ont compris que c'était compliqué parce que, d'abord, n'oublions pas que Ibeka, ça n'a pas été des militaires qui sont venus au moment où Ibeka était à Doubé. Non, il était plus que fragilisé. C'est quelqu'un, pour employer le terme, était à terre et que les militaires sont venus achever politiquement. Ce qui s'est passé, c'est bien ça. Ibeka, pendant des mois et des mois, essuyait les invectives et des acteurs politiques qui étaient sur profondeur et aussi de la société civile qui ne tenait plus face à sa façon de gérer. On a vu la Gabégie au Mali, on a vu la dernière vidéo de son fils qui avait achevé de révulser les Maliens. Tout cela, dans un cocktail, on l'avait fragilisé. Chaque week-end, on se rappelle, les grandes rues de Bamako étaient noires de monde pour demander que Ibeka s'en aille. Donc c'est dans ce contexte-là, fragilisé, que les militaires sont venus prendre le chapeau qui flottait dans l'air. C'est ça la réalité. Si Ibeka était si vicié, avait un peuple avec lui et tout, les militaires, ça allait être difficile. Ils ont tenté, avec la pression, de faire revenir Ibeka, mais Ibeka, voyant que la situation était celle de Nord et tout, a donné sa démission et ça a remis tout en cause. C'est la même CEDEAO qui, auprès de l'ONU, a insisté pour que cette transition-là soit courte, donnant des garanties et tout. Lesquelles ont été obtenues, on a vu ce qui en a été fait. Aujourd'hui, vous finissez d'accompagner un coup d'État au Tchad, avec un genre de passage de témoins de père à fils, alors qu'il y a une constitution qui existe. Mais au Mali, vous venez donner quelle leçon aux gens? Vous allez leur donner quelle leçon? Ou bien la conception du coup d'État et du putsch, là, c'est à géométrie variable. C'est ça l'idéologie. C'est ça l'inconstance. C'est ça la réalité aussi de notre communauté internationale et ce qui la rend peu crédible. Et respect de constitution ici, concept sacro-saint, et là, bon, c'est foulé au pied, c'est pas grave. Parce que il y a un Macron qui est passé, qui a tapé derrière le dos du petit débit, on va t'accompagner, ne t'inquiète pas. Tous les gars derrière n'ont rien dit. Aujourd'hui, non, ce qui se passe au Mali, c'est un coup d'État. Mais diantre, qu'est-ce qui est différent de ce qui se passe au Mali et ce qui se passe au Tchad? Coup d'État, c'est coup d'État. Maintenant, on peut accepter que le contexte soit différent. Mais un coup d'État est un coup d'État.
Donc on attend de voir. Et ils ont des concepts. Tout à l'heure Bernard disait, il parlait de comment dire cela. Ils auront des mesures punitives ciblées. Mais vous allez cibler Goïta comment? Si ce n'est asphyxier les Maliens pour qu'ils soient à un moment donné dans une situation où ils pensent que ce soit les militaires qui soient la cause de leurs problèmes et qu'ils s'assument pour les chasser. C'est tout ce qu'ils font habituellement. D'accord. Sortie médiatique de l'AESO et situation socio-politique au Mali. Voici les deux sujets qui étaient sur la table des juges ce matin. En tout cas, merci pour les différentes clés de lecture. Des analyses aussi qui marquent la fin d'une semaine de convocation et d'analyse. On se donne rendez-vous lundi pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles aux médias leaders 3TV et Watt FM.